qui est ridicule. Et votre crédibilité, d'ailleurs, dans le débat public, elle est sur ce sujet-là au plus bas. Vous raclez les fonds de tiroir pour trouver de quoi polémiquer. Et d'ailleurs, vous n'avez que l'actualité nationale à vous raccrocher, qui d'ailleurs a consacré plus de 50% de temps de votre intervention. Et vous détestez, par exemple, quand on évoque sur la prime au job étudiant le principe, quelle horreur de parler de travail à des jeunes. Vous n'aimez pas le principe de la promotion parce que vous ne supportez pas que la droite puisse parler d'avenir à la jeunesse sans parler, par exemple, de discours victimaire ou de revenus universels. Vous vous opposez par principe à ce qu'on a présenté à la précédente session sur un emploi, une formation, parce que vous êtes enfermé dans une logique dépassée du toujours plus, alors qu'on essaye d'aller vers du toujours mieux, d'adapter l'offre et la demande pour ne pas entretenir un système qui ne fonctionne pas. Donc vous avez, au fur et à mesure des sessions, toujours les mêmes recettes, toujours les mêmes discours, les mêmes marottes, les mêmes postures, quel que soit ce que nous proposons, pour essayer de diviser, alors qu'on a besoin de rassembler derrière des projets, derrière des actions qui sont utiles à nos concitoyens. Alors vous avez décidé de tout critiquer, de tout mélanger. Nous avons décidé d'agir avec conviction. Ce sera évoqué pendant cette session. C'est notre ligne directrice et nous la tiendrons. Je vous remercie. Je vais à présent laisser la parole à Philippe Henry. Merci Madame la Présidente. Moi je voulais aussi au nom du groupe centriste bien sûr m'associer aux propos à l'égard du Césaire et de son président pour dire la qualité des travaux que nous avons pu mener et tout particulièrement sur le dernier rapport autour de la haie et de l'arbre avec lequel, avec notamment Xavier de la Bretèche, on a bien collaboré et bien échangé à l'occasion des différentes réunions publiques. Je voulais effectivement là aussi revenir sur ces 2 jours de débat, puisque déjà, mesdames, messieurs, nous avons la chance de pouvoir débattre, qu'il n'y aura pas de motion de rejet ce matin qui nous ramènerait très tôt dans nos pénâtres et dans nos foyers. Nous allons effectivement pouvoir pendant 2 jours débattre. Ces débats, si on en mesurait l'efficacité, c'est aussi la réalité de la vie politique, mais ces débats, c'est plutôt l'expression de nos différences, l'expression de temps en temps de nos frustrations, peut-être dans la matinée, peut-être dans l'après-midi, de quelques-unes de nos convergences, mais j'ai bien peur qu'en matière d'efficacité, l'ensemble des échanges, quelle que soit la qualité des réponses qui seront apportées, quelle que soit la qualité des questions qui seront posées, ça ne changera en rien ce qui se passera demain midi, c'est-à-dire le vote du budget qui sera voté par la majorité et qui sera ne pas voté par la minorité, soit sous forme d'abstention, soit sous forme de fond de compte. C'est comme si on assistait à un match de foot dont on connaît le résultat, mais qu'il faudra attendre 90 minutes quand même pour se confirmer le résultat. Second point, je voudrais revenir quand même sur quelques éléments qui ont été avancés ce matin. Lucie Etonneau, vous parlez aujourd'hui du plan eau, comme quoi il n'y a aucune concrétisation dans le budget primitif 2024. Vous ne l'avez pas lu, c'est pas possible. Il y a aujourd'hui 8 millions d'euros de crédits de paiement en autorisation de programme qui sont mis de façon supplémentaire par rapport au budget 2023. On passe de 12 millions en matière d'autorisation de programme à 20 millions. On ne peut pas dire ce matin, devant une assemblée qui a lu et examiné l'ensemble du budget, qu'il n'y a aucune incidence aujourd'hui sur les 2 plans eau qui ont été votés par notre assemblée. Concernant les familles, j'y reviens et je pense que peut-être que d'autres y reviendront. Concernant le transport scolaire, il faut dire aux familles que le transport, il a augmenté. On l'a augmenté parce qu'on a voulu mieux rémunérer les chauffeurs, parce qu'on veut avoir des cars en toute cette totale sécurité et qu'on a effectivement là aussi des prix du carburant qui ont évolué. On l'a dit l'an dernier. Les prix du transport scolaire, ils ont augmenté de 250 €. On demande aux familles une contribution de 40 €. Le reste est à la charge des régions, dans des régions aujourd'hui où les recettes n'augmentent pas. C'est-à-dire qu'on va devoir faire des économies à l'intérieur de notre budget pour assumer ce pouvoir d'achat qu'on rend aux familles et qu'on n'impute pas entièrement aux familles. Donc là, véritablement, je pense qu'il y a des choses qui mériteraient d'être regardées. Guillaume, je suis admiratif de quelqu'un qui parle avec autant de passion d'une réunion qui a duré 2h30 alors que tu n'as assisté qu'à 15 ou 20 minutes de la réunion. Je suis admiratif de cela. Je voudrais avoir ton talent, véritablement, parce que je sais pas comment tu peux aujourd'hui parler d'un rapport. Je pourrais même aller dans le détail du rapport et on ira peut-être cet après-midi. Je ne sais même pas si tu l'as lu entièrement, mais sincèrement, oui, ces réunions étaient intéressantes, mais ne prends pas à partie le Césaire pour mettre en opposition les travaux de la majorité régionale. On a bien travaillé sur ces sujets-là, sur la haie comme sur l'arbre et comme sur le bocage, et tu le verras cet après-midi quand on aura l'occasion d'y revenir. Mais évite ces envolées lyriques. De temps en temps, ça n'apporte pas beaucoup de crédit à la vie politique. Et enfin,
ce qu'on va vivre dans quelques instants, et j'y vais très très vite, c'est la différence entre ce que nos enfants vont connaître dans quelques jours, entre la liste au Père Noël, qui est effectivement la liste de tous les possibles, et de ce qu'apportera le Père Noël au pied du sapin, et les quelques cadeaux qui resteront. Je vais à présent laisser la parole à Franck Louvrier. Merci Madame la Présidente. Je vais être court, mais juste compléter bien évidemment les propos de mes collègues et juste m'associer aussi aux félicitations adressées bien sûr au président du Césaire encore pour quelques jours et de toute son équipe, notamment sur les excellents rapports sur lesquels ils ont pu travailler. C'est vrai que le temps long permet parfois d'avoir un recul plus intéressant que lorsque nous sommes dans l'actualité. C'est la raison pour laquelle aussi je voudrais rebondir, c'est que je pense que certains d'entre nous se confondent d'hémicycle, Madame Othonot et Vigneral. Je pense que c'est en respectant nos institutions qu'on respecte notre démocratie et qu'on ne fait pas le lit des extrêmes. C'est peut-être votre volonté, bien sûr, mais je pense qu'il faut faire attention. L'hémicycle a une mission, et ces missions-là, il faut les respecter. Ce sont les Français qui nous les ont données, et je pense qu'il faut rester sur le champ. Alors, l'immigration zéro n'existe pas, et on l'a toujours dit. Et le courage de la nuance est aussi dans ce domaine bien nécessaire. Surtout dans le domaine économique. Quand on accueille 30 000 nouveaux habitants par an sur la région des Pays de la Loire et que nous sommes, pour certains départements, proches du plein emploi, nous ne pouvons pas avoir de discours définitif. C'est l'immigration illégale que nous combattons. Ce n'est pas l'immigration régulée des travailleurs. Et je pense que là-dessus, il faut être très clair. Madame Othonot, la droite et la majorité ici ont toujours été aux avant-gardes du combat environnemental. On va avoir l'occasion de commémorer dans quelques semaines les 20 ans de la disparition d'Olivier Guichard. Il avait mis sur les fonds baptismaux les parcs naturels régionaux, qui étaient précurseurs de la biodiversité. Il avait mis en place le conservatoire du littoral, qui là aussi était un élément indispensable pour permettre de mieux maîtriser notre environnement. Et plus tard, la droite a combattu et a mis en place le principe du pollueur-payeur. Bruno Retailleau, je ne sais pas s'il est dans l'hémicycle, mais il en avait été l'un des artisans. Le Grenelle de l'environnement, dont M. Durugy se réjouit matin, midi et soir, étant donné que ça a permis notamment le parc éolien, le premier parc éolien français. Donc, je pense que quand on a saboté la filière nucléaire en France sur l'autel de petits arrangements politiciens, on ne vient pas nous donner des leçons d'écologie. Quand on a laissé des masses d'eau de notre région se dégrader, sans se préoccuper pendant 2 mandats de M. Oxiette, auquel vous étiez l'allié, on ne vient pas nous donner des leçons d'écologie. Quand on défend une écologie de la décroissance, qui considère que les transitions doivent être faites contre l'économie, contre les entreprises, et donc contre l'arrivée de nouveaux emplois, on ne vient pas non plus nous donner de leçons d'écologie. Nous défendons une écologie tournée vers la recherche, et j'y reviendrai tout à l'heure lors de la commission que je présenterai, le progrès, le soutien aux pépites formidables que nous avons sur notre territoire et qui fabriquent sous nos yeux des solutions décarbonées, notamment pour demain. Donc, comme je le répéterai tout à l'heure, d'ici la fin du mandat, toutes les entreprises soutenues par la région seront dans une démarche de transition écologique. Nous engageons avec l'État et les collectivités un plan inédit de 1 milliard pour les mobilités durables et écologiques. 1 milliard pour sauver notamment les lignes de train sur lesquelles la majorité de gauche, avec les écologistes, ne s'occupait pas. Le sujet écologique est une priorité et nous le traitons avec humilité, contrairement à vous, et beaucoup plus de pragmatisme. Et on essaye toujours de faire rimer protection de l'environnement avec prospérité économique et progrès social, avec là aussi le courage, mais aussi dans la nuance. Merci beaucoup. Monsieur Aucan. Merci. Madame la Présidente, le courage de la nuance, ce n'est pas le prétexte à l'inaction en fait. Parce que ce budget, c'est un budget d'inaction. Déjà adopté avant nos débats, si on en croit Philippe Henry, qui ne porte même pas assistance à population en difficulté. Les motifs d'action ne manquent pas. Doubler le budget consacré à la biodiversité qui, elle, s'effondre et pas dans la nuance. Rénover toutes les passoires thermiques où les familles qui dorment à 5 dans le même lit et où la précarité, eux, ils ne sont pas dans la nuance. Réouvrir les petites lignes
les trains du quotidien pour ces ménages qui choisissent entre un repas par jour, le plein d'essence ou même envoyer leurs enfants dans des cars scolaires. Là, c'est pas un choix qui est dans la nuance. Et sur l'alimentation, accélérer la bio, puisque manger localement, c'est dans nos cantines, vous ne respectez même pas la loi. Donc sortez ici de la nuance. Madame Nebula, quand on se rapproche et quand on raccroche à l'action nationale, c'est parce que la faiblesse de votre budget d'inaction est patent. Et Monsieur Louvrier, le courage de la nuance, c'est de refuser une loi votée avec des idées et les voix de l'extrême droite. Je vous remercie. Bien, je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole avant de passer à la commission 1. Quelques mots pour conclure. Je suis réjouie, je suis fière, je suis heureuse d'entendre beaucoup de nuances ce soir, ce matin dans nos échanges. Ce qui veut dire on n'a peut-être pas la même notion de la nuance. Je pense qu'il y a une grosse différence. Mais en tout cas, moi, je l'assume. Et d'évoquer avec vous ce budget. On peut ne pas être d'accord. C'est tout l'enjeu aussi de nos débats aujourd'hui, même si on est plutôt dans une opposition pour s'opposer, plutôt que dans une construction, me semble-t-il. Mais ce budget, il reflète aussi l'ambition que j'ai fixée, que nous avons fixée au début de ce mandat. C'est un cap, une feuille de route, des priorités affirmées et claires, que je rappelle devant vous ce matin. L'emploi. Pour moi, ça reste le combat des combats et j'assume pleinement, qu'aujourd'hui, 1 euro investi dans l'emploi soit 1 euro utile. Et qu'aujourd'hui, et je rappelle quand même ces chiffres, sur les formations qualifiantes dans notre région, sachant les tensions qu'on peut avoir dans toutes les filières, 60% de retour à l'emploi. 60%. Moi, ces chiffres m'alertent. Premier point. Deuxième point, sur la formation. Le constat aujourd'hui, dans les organismes de formation. On ne fait pas le plein. Et qu'aujourd'hui, le budget que nous présentons sur l'emploi, et nous y reviendrons cet après-midi avec André Martin, c'est exactement le même que dépensé en 2023. Et je ne lâcherai rien sur ce sujet. Deuxième priorité, la jeunesse. La jeunesse. Et pour moi, c'est essentiel de travailler main dans la main avec eux, d'avoir leur regard. Je pense que ça va nous faire du bien, travailler avec la promotion pour avoir un regard aussi positif, de se projeter vers l'avenir, de travailler main dans la main avec cette jeunesse qui nous inspire et qui n'est pas non plus sur des discours défaitistes, mais au contraire, d'aller de l'avant avec des enjeux, une ambition forte, mais que nous partageons. Et nous travaillerons d'ailleurs sur des sujets essentiels tels que l'orientation. Puis enfin, la transition écologique, l'écologie, transition énergétique. Beaucoup été évoqué dans vos discours. Et moi, j'assume aussi, Madame Etonnot, de ne pas avoir la même ambition que vous, de ne pas avoir la même vision que vous. Moi, l'écologie que je porte, c'est l'écologie des projets, c'est l'écologie positive, pas celle qui oppose les territoires, pas celle qui oppose non plus les hommes et les femmes, mais c'est d'embarquer tout le monde, et c'est ma manière de travailler depuis le début que je suis à la tête de cette région. Travailler avec l'ensemble des collectivités, avec l'État, les départements, le bloc communal, travailler avec les entreprises, l'industrie. Et quand on voit l'ambition portée sur le territoire avec le projet ZIBAC, avec l'ensemble des industries, travailler avec les agriculteurs, toutes nos agricultures, ma chère Lydie, je sais que tu y es attachée, et puis travailler avec nos concitoyens, c'est d'embarquer tout le monde. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et on peut être fier du travail accompli. Oui, Madame Etonnot, et on n'a pas à rougir de ce que nous avons fait en 2023. Un plan qualité et quantité eau. Jamais cette collectivité n'avait mis en place des plans sur la qualité et la quantité de l'eau. Jamais une collectivité régionale n'a mis autant d'argent sur ces enjeux. Jamais. Sur le mandat précédent. Et on continue d'investir sur ce sujet parce que pour moi, c'est la priorité. Dans nos lycées, 50% des travaux engagés pour 2023-2024, ce sont des travaux avec une ambition de transition énergétique sur nos lycées. Mais ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Moi, je rêverais, quand je vais dans nos lycées, je rêverais d'avoir la baguette magique et de rénover l'ensemble de nos lycées.
mais que la réalité, il faut aussi avoir ce courage de dire la vérité. C'est que nos finances, et on a aussi hérité de lycées pas en bon état, mais en tout cas c'est notre priorité. Et de mettre en place aussi des panneaux solaires. Tous les lycées publics seront équipés de panneaux solaires à horizon 2030. Si ça, c'est pas une ambition, si ça, c'est pas une volonté, pardon. Alors le plan F, forêt, arbres, qui a été consulté, construit avec l'ensemble des acteurs, et je l'ai déjà dit lors de la session précédente, et je continue à le dire, le travail aussi très fort du Césaire porté sur ce sujet-là, et je partage, Monsieur Garot, qui a été présenté sur l'ensemble du territoire, les retours sont très positifs, mais on s'est inspiré de ce plan-là. Et qu'aujourd'hui, les actions sont concrètes et elles ne sont pas issues uniquement de notre majorité. Éric Touron et l'ensemble des conseillers régionaux, c'est un plan qui a été travaillé avec l'ensemble des acteurs, avec des mesures fortes, 500 km de haies par an. Pardon, mais enfin, regardez au niveau national, regardez ce qui se fait un petit peu ailleurs, il n'y a aucune région qui a une ambition aussi forte. Et puis, je l'ai dit, au mois de mars, ici même, nous présenterons un marché carbone où aucune collectivité à l'échelle de la région n'a mis en place un plan comme celui-ci. Avec là encore une fois cette ambition d'embarquer tout le monde, collectivités, entreprises, éco-citoyens, pour financer des projets sur notre territoire. Et puis, les transports, parce que les transports font partie de cette ambition que nous avons sur la transition écologique. Oui, je l'assume. Choc dans les TER. Choc de l'offre dans les TER à horizon 2030. L'ensemble de notre réseau. L'ensemble du réseau. Pas uniquement le RER métropolitain sur Nantes. Moi, ce que je veux, l'ambition, et je l'ai dit dans le cadre du CPR, et j'y reviendrai, c'est sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire, un choc d'offres avec, dans chaque gare, un train, toutes les heures, dans les deux sens. Aucune région n'a cette ambition aussi forte à horizon 2030. À horizon 2030. Et je l'assume. Et juste pour votre information, quand même, quelques chiffres. Parce que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais en tout cas, en termes de fréquentation, l'offre dans les TER. Depuis 2019 à 2022, l'augmentation de voyages d'usagers dans nos TER, c'est plus 50%. Pardon. Mais c'est énorme. Et l'objectif, c'est de le déployer encore plus fortement. Alors quand on parle des transports, vous évoquez le Pass-Rail. Et le Pass-Rail, je me suis très clairement exprimée là-dessus. J'y suis favorable, bien évidemment. La seule question, c'est comment on le finance. Parce que pour l'instant, c'est bien beau d'annoncer des choses, mais qu'à un moment, comment ça se finance. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de vision là-dessus. Et demander à Carole Delga, on y travaille collectivement. Et là, quelles que soient les sensibilités politiques des uns et des autres, l'avantage à l'ARF, c'est qu'on a le sens de la nuance. C'est qu'on travaille main dans la main, justement, pour une ambition commune et l'intérêt général. Et j'insiste là-dessus, et l'intérêt général. Moi, j'ai fait une proposition très claire et qui a été reprise par l'ARF. J'ai proposé de mettre en place un Grenelle des mobilités et surtout des infrastructures et du financement. Et donc, au mois de mars, Monsieur Garot, il y aura, ça ne s'appelle pas Grenelle, on peut jouer, enfin, ça s'appellera les assises de la mobilité. Justement, c'est de travailler tous ensemble, l'ensemble des collectivités, l'État, bien évidemment, et puis les entreprises. Il ne faut pas oublier que les entreprises, je pense qu'elles doivent être aussi associées à cet enjeu de mobilité, notamment dans le cadre du versement mobilité. Elles versent, elles payent une taxe, et je pense qu'elles doivent être associées, notamment dans le cadre des trajets domicile-travail. Et donc, on aura les assises de la mobilité des infrastructures, et notamment sur le financement, au mois de mars prochain, pour travailler justement sur ce Pass-Rail. Et sur ce Pass-Rail, on est tous unanimes. Par contre, le Pass-Rail, il doit être sur l'ensemble du territoire national. Et qu'aujourd'hui, ce que j'ai pu entendre, c'est que l'Île-de-France serait exclue. Et là, on est tous aussi unanimes, mais c'est pas possible. Et donc, on est main dans la main, l'ensemble des présidents de région, pour mettre en place ce Pass-Rail. Enfin, le CPER, alors, honnêtement, jamais, dans la région des Pays de la Loire, il y a eu un CPER avec des montants aussi conséquents, 1 milliard, moindre des choses, ce serait aussi de se réjouir. Alors, on peut jouer la bataille des chiffres ou quoi que ce soit, mais ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que l'ensemble des territoires
il y a cette équité. Vous ne pouvez pas dire le contraire parce que c'est ce qui m'anime depuis le début. Et vous prenez comme exemple le département de la Mayenne. Mais oui, il y a moins d'investissements sur le rail, donc du coup, et ce qui n'était pas du tout dans les négociations au point de départ avec l'État, du coup, on investit sur les routes. Alors, par contre, ça ne plaît pas à tous, mais moi, j'assume pleinement que sur le département de la Mayenne, on investisse massivement sur les routes. Et après, vous évoquez le département, je ne vais pas tous les citer parce que c'est des batailles de chiffres, mais excusez-moi, mais le département de la Vendée, on sauve une ligne. On sauve une ligne, 93 millions d'euros, qui sera portée uniquement par la région des Pays de la Loire pour la ligne Bressuire-Les Sables. Cette ligne, elle était attendue et elle concerne essentiellement le département de la Vendée. Pardon, 93 millions d'euros pour sauver cette ligne et on dit qu'on fait rien sur le département de la Vendée. On crée une nouvelle ligne. Cholet-les Herbiers. Aujourd'hui, dans un contexte comme celui-ci, on crée une nouvelle ligne. Mais non, pardon cher Antoine, mais il n'y a rien pour la Vendée. Eh bien non, ça suffit ces discours. Ces discours aujourd'hui, vous savez ce qu'ils amènent? Ils amènent les votes de nos concitoyens sur les extrêmes parce que ce n'est pas la réalité. On peut être à un moment objectif. Et puis on oublie aussi de dire, non je suis désolée mais moi je vous ai laissé terminer. Et puis on oublie de dire le fret dans la Mayenne, que ce soit à Saint-Berthevin, que ce soit à Château-Gontier. On investit massivement dans le fret. Les RER métropolitains, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, ce que j'ai souhaité, c'est que ça ne soit pas uniquement focalisé sur Nantes. Et donc, dans ce CPER, eh bien, on engage des études, et je l'ai dit ici, dans cet hémicycle, et c'est l'illustration concrète dans ce CPER, on engage des études à Angers, on engage des études au Mans. Et l'objectif, c'est, quand ce qui est possible pour Nantes, je le veux sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Et puis, pour terminer, pardon, mais le vélo. Mais oui, 120 millions d'euros, moi, c'est du jamais vu dans un CPER. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a un moment, on peut aussi se réjouir collectivement parce que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas du tout été simple, cette négociation du CPER. On peut se réjouir collectivement qu'aujourd'hui, il y a une ambition, il y a une volonté, il y a des financements forts de la part de l'État, de la part de la région, pour justement, sur l'ensemble de nos territoires, abonder sur ces enjeux de mobilité qui sont essentiels aujourd'hui pour nos concitoyens. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues, pour conclure. Et je vous propose à présent de passer à la commission 1. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, je suis particulièrement heureux de m'exprimer devant les jeunes membres de la promotion qui vont découvrir que l'acte politique majeur de notre collectivité, autour duquel se rassemble la majorité, est l'élaboration et le vote du budget. Mes chers collègues, vous avez pris connaissance dans les documents qui vous ont été adressés des aspects techniques et comptables de cet exercice. Vous avez aussi pu lire les éléments plus littéraires, rappelant le contexte dans lequel ce budget s'est élaboré et les finalités politiques poursuivies. Ces finalités politiques sont connues, elles s'articulent autour des priorités fixées par notre présidente lors de son élection, l'action pour l'emploi et les entreprises, la réussite de la jeunesse ligérienne, la promotion de l'écologie positive et la proximité pour un développement équilibré des territoires. Le contexte est lui aussi connu et pourrait compliquer l'accomplissement de nos priorités. Les perspectives économiques sont incertaines et à tout le moins contrastées. La croissance devient atone et sera faible en 2024, mais cela n'empêche pas notre région d'être dynamique avec un taux de chômage toujours en baisse. L'environnement financier, avec des recettes fiscales en baisse et une inflation toujours présente, même si elle se ralentit lentement, ne simplifie pas la préparation du budget. L'art et l'honneur de la politique, c'est d'agir pour parvenir à ses objectifs et non pas subir et rester immobile. C'est aussi d'avoir de la cohérence, ce qui est exactement la caractéristique de notre trajectoire budgétaire initiée en 2022 lors de la préparation du budget 2023. Il s'est agi de restaurer nos marges de manœuvre en comprimant nos dépenses réelles de fonctionnement pour améliorer l'épargne brute et financer ainsi des investissements qui progressent de manière significative. Cette trajectoire budgétaire vient d'ailleurs d'être saluée par l'agence de notation Standard & Poor's qui vient de confirmer la note AA de notre région. L'agence estime que les recettes fiscales et un budget de fonctionnement prudent
permettent de dégager une épargne brute confortable et les besoins d'emprunt pour un important plan d'investissement maintient un endettement soutenable. Le Césaire, dans la réunion précédant notre session, a globalement salué le travail de la région et ce budget primitif. Et permettez-moi à mon tour de saluer le président Jacques Baudreau, avec lequel j'ai entretenu pendant ces 5 années une relation extrêmement agréable. Et je tiens vraiment à saluer son investissement. Le contexte ainsi posé, il est possible de présenter de manière synthétique ce budget autour de 3 caractéristiques, je dirais même de 3 qualités. Ce budget est un budget volontariste et responsable. Ce budget est un budget vert. Ce budget est un budget européen. En volume global, avec 2,47 milliards d'euros, le budget 2024 est équivalent au précédent. Malgré des recettes de fonctionnement en légère baisse, grâce à des recettes de fonctionnement en baisse également, nous maintenons et améliorons même une épargne brute importante à 236,4 millions d'euros. Cela nous permet de financer un programme d'investissement important, 507 millions, 12 de plus qu'en 2023, et faut-il le rappeler, 57 millions de plus qu'en 2019 avant le Covid. L'emprunt d'équilibre est en hausse à 264 millions, soit 34 de plus qu'en 2023, où nous avions pu utiliser un fonds de roulement important. 70% des dépenses de fonctionnement sont consacrées aux politiques publiques. Nos efforts d'économie se poursuivent, mais de fortes augmentations pour les transports scolaires et ferroviaires, ainsi que pour le fonctionnement des lycées. Les charges de personnel augmentent, augmentation du point d'indice en année pleine notamment, mais aussi la création de 22 postes dans les lycées et de 14 postes provenant du service communication de Solutions Co. Ceux-ci sont neutres budgétairement car la subvention, le versement à Solutions Co baisse d'autant. On note aussi une légère hausse des frais financiers dus à la hausse des taux d'intérêt, en vous rappelant que 90% de notre dette est à taux fixe. Les dépenses d'investissement sont en hausse, notamment dans les infrastructures ferroviaires, les travaux dans les lycées, l'équipement numérique des lycées et dans les instituts de formation sanitaire et sociale. Le caractère volontariste du budget transparaît tout autant, sinon plus, dans les autorisations de programme. Plus de 800 millions d'autorisations de programme cette année, soit 225 millions d'euros de plus que l'an dernier. Je souligne notamment 306 millions pour le ferroviaire, en lien avec le volet mobilité du CPER. J'ai lu qu'on attendait des actes, en voici un, 306 millions. Si cela ne suffit pas à certains, ils m'expliqueront comment trouver plus. 120 millions pour la transition écologique des lycées, ou encore 30 millions pour le campus régional, qui en avait bien besoin après des années et des années d'immobilisme jusqu'en 2015. Mes collègues présidents de commission vous détailleront tous ces projets, et notamment ceux des autres volets de la politique régionale. Le caractère responsable de ce budget, il se manifeste quant à lui par la baisse des autorisations d'engagement, qui est en cohérence avec notre objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement, 23 millions d'euros de baisse des autorisations d'engagement. Ce budget, je vous le disais à l'instant, est aussi vert. La promotion de l'écologie positive étant une priorité de l'action de notre majorité, la présidente a souhaité pour la région un budget vert sans attendre qu'il soit obligatoire. Ce budget vert est un outil de cartographie des dépenses régionales. Cet outil est aujourd'hui facultatif, mais sera sans doute obligatoire au terme du projet de loi de finances à l'échelle nationale pour 2024, qui est en cours de discussion à l'Assemblée. Dans le référentiel, il existe 6 axes synthétiques. Nous avons décidé, pour cette première année, de ne retenir que la lutte contre le changement climatique mesurée par l'émission des gaz à effet de serre. L'an prochain, nous intégrerons l'adaptation au changement climatique devant les catastrophes naturelles et la biodiversité. Cette année donc, nous allons passer au crible les dépenses de la région, fonctionnement et investissement, pour les classer comme soit très favorables, neutres, favorables, très favorables, à approfondir.
Un certain nombre de dépenses sont hors périmètre, comme les provisions ou l'amortissement du capital de la dette. Le rapport qui vous a été transmis sur le budget vert est extrêmement complet, avec des résultats globaux, mais aussi des résultats commission par commission. Au global, 31% des dépenses de fonctionnement sont en vert, 3% défavorables en rouge, 40% neutres et 26% restent à classer. En investissement, 37% des dépenses sont en vert, 3% en rouge, 41% en neutre et 20% à approfondir. La comparaison avec les 3 seules autres régions qui ont un budget vert et avec l'État qui a mis en place le sien en 2021 montre qu'il y a un travail d'harmonisation des normes à effectuer puisque les résultats sont très contrastés. Donc je disais un budget volontariste, un budget vert, mais aussi un budget européen. Notre budget 2024 a un volet européen très important. L'essentiel des rapports concernant les fonds européens vise à inscrire les crédits dans le budget région pour ces fonds européens gérés par notre collectivité avec 2 périodes, la clôture du FEDER et du FEAMP 2014-2020 et du FEADER 2014-2022, le tout étant payable soit jusqu'en mi-2024, soit jusqu'à mi-2025. Une observation pour vous dire que la consommation des fonds européens sera bonne. Le risque de restitution des fonds à la Commission européenne a été surmonté par une mobilisation très forte des acteurs locaux et de la région. Et on peut dire que Antoine Chéreau et moi, en bons sportifs que nous sommes, avons mouillé le maillot. Deuxième période, c'est le lancement ou l'accélération du FEDER, du Fonds social européen, du Fonds de transition juste, du FEAMPA 2021-2027 et du FEADER 2023-2027, l'ensemble étant payable jusqu'en 2029. Un mot sur le Fonds de transition juste. Pour le territoire ligérien, ce sont 69 millions d'euros qui seront mobilisés, dont 48 gérés par la région et 21 gérés par l'État au titre de l'emploi et des compétences. L'appel à manifestation d'intérêt sur le Fonds de transition juste a permis de sélectionner 11 projets, dont 4 déjà inscrits sur le pacte de Cordemais. Parmi les 4 projets soutenus par le pacte, on retrouve le projet de production de combustible biomasse éco-combuste avec une enveloppe de 20 millions d'euros issus du Fonds de transition juste. Par ailleurs, le label Territoire en transition juste que nous avons obtenu grâce au travail des services de la région et de la direction des politiques européennes que je veux saluer et au travail des élus qui se sont mobilisés à Bruxelles pour aller le soutenir. Eh bien, grâce à ce label Territoire en transition juste, d'autres financements européens sont accessibles aux autres acteurs du territoire et Nantes Métropole vient de publier à fort, avec beaucoup de publicité, qu'elle bénéficiait d'un prêt de 200 millions d'euros de l'Union européenne et d'une subvention de 30 millions, eh bien, qu'elle n'oublie jamais de dire que c'est grâce à la région. Voilà, mes chers collègues, le budget que la présidente soumet à votre approbation. Comme vous connaissez mon sens de la nuance, qui vient d'être encouragé par la présidente, on peut dire que la cohérence de la trajectoire, le sérieux de la gestion, la fidélité à nos priorités et la pertinence de nos investissements font de ce budget un outil performant pour faire avancer les Pays de la Loire. Je vous remercie de votre attention. Merci. J'ouvre à présent donc les débats et je vais laisser la parole à Madame Dreur. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Alors, ce traditionnel exercice de l'examen du budget de notre collectivité, c'est un moment capital et structurant, tant pour la vie des élus que pour celle des agents, mais avant tout et surtout, raison à la fois structurelle et conjoncturelle. Bordé par un cadre budgétaire composé de la loi de programmation des finances publiques, le projet de loi de finances 2024, avec des recettes dont la région ne maîtrise pas les leviers, comme les concours financiers de l'État, le budget doit se bâtir aussi sur des hypothèses fondées sur des aléas économiques. 2023 en fut d'ailleurs bien pourvu. Pour n'en citer que quelques-uns, hausse des intérêts bancaires, inflation record ou encore revalorisation du point d'indice de la fonction publique.
2024 est attendu avec ce même lot d'incertitudes, et ce, à de multiples niveaux. À la lecture des premières lignes de ce budget, et en osant la métaphore musicale, je dirais que la note est donnée. Tantôt sonnant sobriété quand la dominante se veut environnementale, elle se joue plutôt rigueur quand il s'agit d'évoquer les dépenses de fonctionnement de la région. Nous connaissons la chanson, nous ne sommes donc pas surpris. Pas surpris non plus de nous trouver face à des orientations et des choix budgétaires qui traduisent une trajectoire annoncée et suivie depuis le début du mandat. Vous entendez restaurer le niveau d'épargne pour permettre de maintenir un niveau d'investissement autour des 500 millions d'euros, hors dette et fonds européens. Pour y parvenir, vous misez à nouveau sur un resserrement des dépenses de fonctionnement, moins 23 millions d'euros en autorisation d'engagement, vous l'avez souligné, et une augmentation du stock de dette de 70 millions d'euros par an, et ce jusqu'en 2026, si l'on s'en remet au rapport d'orientation 2024 présenté en octobre dernier. La hausse de l'épargne est bien la pierre angulaire de la projection financière. C'est sur cette progression que repose la stabilité du ratio de désendettement. Ce dernier, évoqué dans l'Europe, s'affiche à 7,5 ans, alors qu'il affichait 9,3 années au BP 2023. Avant d'aller plus loin, nous tenions juste à mettre en perspective ces chiffres avec ceux présentés par Région de France. Nous le savons, une moyenne est bien souvent un trompe-l'œil qui gomme les extrêmes. Pourtant, elle peut aussi avoir la vertu de donner un repère sans pour autant donner un cap. À titre donc tout à fait informatif, la moyenne régionale pour 2022 était de 5,5 ans. Aussi, dans un contexte de contraintes financières et pour faire face aux urgences sociales et climatiques qui sont les nôtres, il est indispensable que chaque euro dépensé soit utile et optimisé. Et pas que dans l'emploi, Madame la Présidente. Permettez-moi de revenir sur le ton de la musique, et c'est à regret qu'à votre chanson, un couplet vienne à manquer. Car oui, l'absence de programmation, de planification pluriannuelle des investissements, renforcée par l'absence d'évaluation des politiques publiques, est dans ce contexte très précisément non seulement dommageable, mais cela s'apparente à de l'irresponsabilité. C'est à chacun de ces avis rendus d'ailleurs que le Césaire vous en fait la demande. Diagnostic, audit, cartographie et désormais budget vert, tout pousse dans cette direction. Il est de votre responsabilité de vous en saisir, et ce, au plus vite et très concrètement. Chanson encore, car des paroles, il y en a beaucoup dans ce BP. Exemplarité, pragmatisme ou encore ambition, excellence. En effet, Madame la Présidente, pour reprendre vos propos prononcés en commission permanente en septembre dernier, c'est vous qui payez l'orchestre et donc vous choisissez la musique. Le PP est donc une bien jolie petite musique, mais quand il s'agit de passer aux actes, vous êtes bien loin de passer au mode majeur. Et pour illustrer mon propos, arrêtons-nous quelques minutes sur le programme J300 qui concerne les investissements dans les lycées et qui constitue un axe fort des investissements de ce budget. Vous l'avez d'ailleurs repris en exemple tout à l'heure dans votre propos. On peut lire dans le rapport de présentation, je cite, « L'année 2024 est la dernière année de la programmation actuelle de la stratégie d'investissement dans les lycées. Les objectifs fixés initialement par cette stratégie visaient à créer les meilleures conditions de réussite possibles pour tous les jeunes en favorisant la qualité des bâtiments et des lieux de vie et d'offrir des conditions d'accueil optimisées. Vous nous dites aussi que cette stratégie régionale est l'un des outils les plus efficaces au service de la priorité affirmée du mandat d'accélérer la transition écologique et énergétique. Elle reposerait sur les exigences de pragmatisme et de sobriété dans sa mise en œuvre et sur l'exemplarité. Alors que si on regarde de plus près dans le budget, sur cette ligne très précisément, le volume des restes à payer va augmenter de 37 millions d'euros. Concrètement, parce que la réalité, pour reprendre vos mots, Madame la Présidente, parce que la réalité avec ce budget, eh bien, pour une priorité régionale affichée et revendiquée, on constate donc que la question du passage à l'action se pose. Enfin, pour terminer mon propos, nous allons devoir nous prononcer sur le premier budget vert présenté devant cette Assemblée. En octobre dernier, notre collègue Stéphanie Bara avait alors regretté qu'aucune allusion n'y soit faite lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire. L'histoire ne nous dira pas s'il a été entendu, toujours est-il que nous saluons vivement cette première. Et comme toute première, elle met en appétence et suscite des attentes.
Car, comme notre collègue l'avait également précisé, d'autres collectivités sont sur cet aspect bien plus avancé et utilisent ce budget vert comme un véritable outil de pilotage et d'aide à la décision, conformément donc à ce qu'il se doit d'être. Vous avez fait le choix de vous baser pour l'établir sur la méthode également retenue par l'ensemble des collectivités lancées dans la démarche. C'est en effet rassurant et nous permet tout de même de faire quelques comparaisons. Nous nous en tiendrons donc dans une première intention d'accueillir favorablement la démarche. Pour ce qui est du fond, il reste malheureusement la déclinaison du budget proposé. Pour conclure, je vais à nouveau me permettre de citer le rapport textuellement. L'objectif est de pouvoir mesurer le plus objectivement possible le niveau de contribution des collectivités aux enjeux de transition. À terme, il est souhaité que les futurs choix d'investissement des collectivités soient systématiquement opérés sous l'angle de leur impact environnemental. Le budget vert a donc pour vocation de devenir, outre un outil de transparence budgétaire et financière, un outil d'aide à la décision pour orienter qualitativement les dépenses vers la transition écologique. La région des Pays de la Loire mesure l'importance stratégique de positionner ces sujets au cœur de ses actions quotidiennes. Elle a d'ailleurs fait de la transition écologique un des marqueurs de son mandat. Nous n'avons alors qu'une envie, celle de vous dire chiche. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Monsieur de Malherbe. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Président de Commission, Messieurs les députés, chers collègues, j'interviens en tant qu'indépendant et paysan. Mon intervention aura deux volets. Un avis général sur le budget de Primitif 2024, une revue de l'amendement. Sur le budget de Primitif 2024, il convient d'abord de remercier les personnes qui ont travaillé à ce budget dans un contexte particulièrement difficile économiquement et institutionnellement. Surtout à cause de l'impéritie de nos gouvernements à mettre au point un financement stable des collectivités en fonction de leurs compétences. Le contexte a été bien défini comme celui d'un ciseau, baisse ou incertitude des recettes et hausse inflationniste des coûts. Également, il convient de remercier le Césaire pour ses éclaircissements et ses avis généralement positifs sur ce budget. Merci particulièrement au travail de Madame Anne Blanche et son équipe. Dans ce budget, il y a des efforts réels de rigueur à saluer pour les TPE-PME très en souffrance, alors que ce sont elles qui créent le plus d'emplois et ou peuvent contribuer le plus au redressement de notre balance commerciale nationale ou également régionale. Il y a aussi un manque de priorité à la démétropolisation, notamment en moyens pour les infrastructures de soutien indirect à l'emploi en zone rurale. La dette reste un problème. Elle est projetée pour 2024 entre 7,5 années CFU et 9,5 budget. Même si nous atteignons 7,5, c'est au-dessus des recommandations de la Cour des comptes qui sont de 5,5 années à 7 années. Donc il est nécessaire de continuer à faire, comme nous le demandons chaque année, des efforts sur les frais de fonctionnement et les réduire de 5% par an plutôt que 2,5, efforts que nous saluons cependant. En commission, j'ai proposé d'augmenter les recettes publicitaires là où c'est possible, notamment dans le magazine régional. Le montant des recettes publicitaires liées au magazine régional reste à 140 000 € en 2024 comme en 2023. Ce montant qui stagne est évidemment faible vu la couverture de ce magazine. En ce qui concerne l'amendement des élus RN sur l'impact environnemental des dépenses budgétaires de la région Pays de la Loire, cet amendement demande à ce que les dépenses budgétaires liées aux véhicules électriques et bornes de rechargement soient classées défavorables dans le budget vert. Pourquoi ne pas carrément interdire les véhicules électriques pendant que vous y êtes? Décidément, l'absence de nuance que notre présidente décrit avec une certaine raison dans le dernier magazine régional rime avec passéisme et incompétence au RN trop souvent. Tout le monde est conscient que même si pas la panacée écologique, le développement des véhicules électriques est un élément essentiel de la transition écologique. En juin, ces membres du RN s'opposaient aux formations agroécologiques, pourtant plébiscitées par les agriculteurs, une raison essentielle du désaccord entre moi et eux. Là encore, le RN démontre son anti-écologisme quasi rabique. Je voterai contre cet amendement. Le CNIP ne sera pas dans l'opposition systématique aux propositions d'aucun groupe, et encore moins de la majorité dont nous reconnaissons les contributions positives réelles. Nous proposerons des avancées de bon sens pour l'intérêt des Ligériens, basées sur des expériences plus que des idéologies. Merci. Merci. Je vais à présent laisser la parole à Madame Hameau. Oui, merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conseillères et conseillers régionaux, en cette période sombre de politique nationale, je choisis de commencer ici mon intervention par les points positifs tirés des rapports de la Commission 1. Et mon intervention sera la preuve que nous ne faisons pas dans l'opposition stérile et systématique, comme le dit Madame Nebula, mais nous faisons des propositions à chaque session. Et preuve en est, certaines sont retenues. Ainsi, le budget vert.
Nous nous félicitons de sa mise en place que nous avions réclamée dès 2021. Souvenez-vous, Monsieur Dejoie, vous aviez répondu en commission à cette demande par une remarque que j'avais notée à l'époque en disant du budget vert, il ne sert à rien et ne changera rien. Nous espérons donc que ce budget vert sera utile et orientera nos politiques publiques. S'il n'est pas parfait et que nous en sommes à une ébauche, effectivement, nous saluons le travail et les efforts réalisés par les services pour ce premier exercice. Nous l'appelions de nos vœux, pourquoi? Parce qu'il doit permettre une amélioration de la transparence et de l'évaluation de nos politiques, une amélioration du dialogue transversal entre les services et enfin une démarche d'évaluation continue pour atteindre les objectifs de la COP 21. Nous rejoignons la suggestion du Césaire et nous remercions ce Césaire pour leur précieux travail au sujet notamment de la nécessaire mise en cohérence entre le rapport de développement durable et le budget vert qui devra répondre à des indicateurs de suivi. Et nous suggérons, proposition, que ce sujet soit mis et soit le cœur d'un groupe de travail transpartisan pour réfléchir ensemble à l'élaboration de ces indicateurs, d'autant que ce budget vert sera demain obligatoire et devra intégrer des volets non encore intégrés par la majorité, tels que la biodiversité ou l'adaptation au changement climatique. Quant à l'analyse des chiffres de ce budget vert, il est aujourd'hui bien difficile d'en tirer des conclusions positives ou négatives, étant donné le fort taux d'évaluation classé neutre, 61% pour les dépenses de fonctionnement, 66% en investissement, et pour les taux d'évaluation classés à approfondir. On le voit, une longue route nous attend encore pour faire de cet outil une vraie trajectoire de décarbonation et de durabilité de nos politiques régionales pour aller vers la neutralité carbone. Pour finir, il est tout de même un peu frustrant de constater qu'à la fin de cette année de l'écologie, nous n'en sommes qu'à 31% des dépenses de fonctionnement et 36% de celles de gaz à effet de serre que vous vous étiez également engagé à produire pour affiner cette évaluation et orienter au mieux nos dépenses et nos emprunts. Nous nous félicitons également du million d'euros inscrits pour des actions visant à mieux informer, orienter et accompagner. Et passé au logiciel de plagiat, on s'est aperçu qu'effectivement 60% étaient du copier-coller. Bref, rien de très nouveau donc. On pourrait se féliciter de l'augmentation des investissements de 2,4% pour arriver à 507,2 millions d'euros au lieu des 480 prévus au ROP 2024. Cependant, il faut relativiser cette augmentation au regard de l'inflation qui semble neutraliser en fait la hausse des dépenses en volume, comme le souligne le Césaire. Et comme lui, nous constatons qu'il n'y a toujours pas de plan pluriannuel d'investissement, ni de plan stratégique de patrimoine, qui serait pourtant indispensable à une vision stratégique de nos politiques. Nous le répétons, si nous ne voulons pas payer une dette écologique et sociale, il est indispensable d'anticiper nos dépenses d'investissement afin de maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Beaucoup d'investissements semblent davantage des mesures de rattrapage, voire des investissements au pied du mur, notamment pour terminer les engagements de la stratégie d'investissement des lycées, qui ne sera malgré tout pas entièrement consommée à la fin de l'exercice. Idem pour l'investissement dans le ferroviaire, qui ressemble à des missions de nécessité telles que le renouvellement des rames ou enfin la fin d'exécution de l'ancien CPER. Nous ne sommes donc pas dans de l'investissement d'avenir, mais davantage sur du rattrapage du retard pris. Dans la deuxième partie du BP, nous constatons effectivement qu'il y a très peu de nouveaux dispositifs. La priorité 1, par exemple, avec un emploi, une formation, et nous en reparlerons dans la commission, qui se traduit en fait par une grosse baisse de l'enveloppe de la formation. Même chose pour l'axe 2 avec le simple dispositif promotion, ou dans l'axe 3 avec juste le changement de nom des folles journées en ma région virtuose. Bref, vous faites le choix également de réduire la durée de désendettement à 7,5 années, d'augmenter l'épargne brute, et vous vous félicitez de cette rigueur budgétaire. Nous pensons au contraire qu'il n'y a pas de prudence et que l'anticipation des coûts de l'inaction, nous le paierons un jour. Je vais prendre un exemple très concret. Nous savons, les catastrophes dites naturelles, les événements extrêmes
vont augmenter. Tous ces risques auront un coût et nous serons bientôt plus pris en charge par les assurances. Or, on demande aux collectivités locales, aux particuliers, exposés par exemple au risque d'inondation, de faire des travaux, de déplacer leur compteur électrique, de prévoir une pièce refuge ou un Velux dans leur grenier. Nous demandons aux collectivités de déplacer parfois des bâtiments. Mais qui va payer ces travaux et qui en aura les moyens avec l'inflation et le coût toujours plus important de la vie aujourd'hui? C'est ce que nous demandons d'anticiper et c'est aussi notre devoir de solidarité. C'est pourquoi nous vous suggérons, dernière proposition, de demander au ministère des Finances l'autorisation d'une dette verte à distinguer de la dette générale, parce que l'inaction sociale et écologique du risque nous coûtera bien plus cher demain si nous ne prenons pas en compte aujourd'hui dans le budget. Je vous remercie de votre attention. Je vais à présent laisser la parole à Monsieur Chabot. Merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir donc sur ce budget. Tout à l'heure, j'ai parlé de la manque de solidité, de la prudence dans les recettes de la région, donc chose sur laquelle je ne vais pas revenir. Je vais plus m'attarder sur maintenant les dépenses, certaines dépenses qui nous paraissent pas justifiables ou vraiment hors de sujet. Le premier, c'est 1,2 million pour l'achat de nouveaux meubles pour le bâtiment Reflet de Loire. Je ne comprends pas pourquoi les agents ne gardent pas leurs meubles en période aujourd'hui pas de récession, mais de baisse de croissance nette. Je pense que les électeurs seraient sensibles à ce qu'il n'y ait pas trop d'obsolescence sur ce qui est déjà du mobilier qui existe. Par ailleurs, on s'étonne et on est embêté par rapport à la hausse de 6% du budget des RH qui passe de 195 millions à 202 millions. S'il y a une baisse des dépenses, je pense que globalement, il devrait y avoir, je dirais, une méfiance sur ces recettes. Sur ces dépenses. Le million d'euros également perdu dans tous les projets résilience, de prêts qui ont été faits aux TPE-PME, prêts qui ont aidé certaines sociétés, mais qui ont vu quand même 15% des entreprises être liquidées sur les 2300 entreprises qui ont demandé des aides. Par ailleurs, dans ce même rapport, le fait qu'il n'y ait pas de budget prévu pour aller pour aller chercher cet argent qui est dû à la région, donc aux Ligériens, les frais de recouvrement. Également, la différence de valorisation lors du transfert, alors je vous le lis, c'est assez technique, mais de la fiche inventaire vers la forme fiche valorisée sous la forme de poursuite d'usage des bâtiments autres que les lycées. Donc ma question, c'est est-ce que dans ce budget, il a été prévu que le coefficient de valorisation de ces bâtiments autres que les lycées serait en baisse ou en hausse, et s'il a été prévu. Par rapport au budget vert, à quand le budget genré, qui permettra, je dirais, de pouvoir genrer, savoir si un véhicule électrique est féminin, masculin ou non genré. Par rapport à ce budget vert, nous avons demandé à ce que la classification des voitures électriques change, eu égard au fait que dans ce budget vert, les voitures électriques, on ne prend en compte uniquement que l'émission de CO2 par kilomètre, sans prendre en compte l'émission de CO2 de la fabrication, les nombreux terres rares, l'extraction du cobalt, du nickel, etc., qui fait que c'est des véhicules qui, malheureusement, génèrent énormément de pollution. Voilà, c'est pour ça que nous serons, nous les élus du Rassemblement national de cette Assemblée, contre ce budget de finances. Je vous remercie. Je vais à présent laisser la parole à Madame Rougeron. Madame la Présidente, chers collègues, concernant le rapport sur des ressources pour une région efficace, le protocole sur l'exercice du droit syndical des agents va conduire notamment à une perte de temps de décharge supplémentaire qui existait auparavant pour l'activité syndicale. Cette suppression ne prend pas en compte que les représentants syndicaux sont les représentants privilégiés des agents qui sont répartis sur 5 départements et 120 sites, et cela nécessite de l'écoute, des déplacements, et pour cela, il faut du temps.
Nous observons que cela s'inscrit dans la continuité des modalités de la mise en place du comité social territorial, dont on attend un bilan à 1 an, comme on l'avait évoqué à une précédente session. Ça s'inscrit également dans la continuité du non-doublement des suppléants à la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, F3 SCT, et dans la continuité de la suppression du financement des unions régionales. Cela interroge quand même sur la place des organisations syndicales dans le dialogue social et des moyens qui leur sont attribués pour l'exercer. Nous avons également noté au titre des ressources humaines que le nouvel organigramme des services régionaux est sorti. Il est le résultat du projet d'administration mené par le directeur régional des services autour de 5 défis pour la région et les politiques publiques stratégiques à mener d'ici la fin du mandat. Au visionnage de la vidéo qui est sur l'intranet régional, l'impression est assez surréaliste. C'est le projet d'administration qui détermine les axes stratégiques pour la région. C'est un peu comme la tarte tatin en fait. Au lieu que le projet d'administration se réorganise pour mettre en œuvre les priorités politiques, on prend les choses à l'envers. La vision stratégique de la majorité est déterminée par la réorganisation des services. Pour finir, le déontologue régional, M. Chotti, a été nommé en juin dernier. Nous nous en félicitons, point positif, mais nous sommes toujours en attente de sa présentation aux élus ainsi que du champ de ses missions. Nous restons attentifs au sujet de la déontologie, de l'éthique et de la prévention des conflits d'intérêts dans le cadre de l'exercice de notre mandat, raison pour laquelle qui viendrait compléter le cadre légal, comme c'est déjà le cas pour les agents régionaux. Comme c'est déjà également le cas en Centre-Val de Loire ou en Nord-Aquitaine, cette charte de déontologie aurait pour vocation de clarifier les questions déontologiques, mais aussi d'imposer des règles éthiques, notamment en matière d'exemplarité et de transparence des élus. Merci. Je vais à présent laisser la parole à Madame De Vigneral. Merci Madame la Présidente de me laisser la parole. Je viens compléter les propos de mon collègue Gabriel de Chabot avec quelques éléments autres. Le Césaire des Pays de la Loire pointe plusieurs approximations et notamment les dépenses et les recettes des fonds européens qui ne sont pas parfaitement équilibrés année après année. Ceci a une influence sur l'épargne brute de la région. Ce sont des approximations encore qui existent concernant les aides octroyées par la région aux porteurs de projets du méthaniseur de Coursebeu en Sarthe, fortement compromis, et nous reviendrons sur ce sujet plus tard. La région augmente aussi les taxes des automobilistes pour atteindre ses objectifs, alors que les immatriculations poursuivent leur baisse, comme disait Gabriel. La région choisit d'augmenter encore le montant de la carte grise. Et pour nous, c'est la traduction dans les faits d'une vision déconnectée des territoires et des niveaux de vie. Les Ligériens qui vivent dans des territoires reculés ont besoin de leur voiture et peinent à faire le plein. J'ajoute au sujet de notre amendement sur la classification des véhicules électriques 2 éléments. Une étude de Deloitte parue récemment qui démontre que les véhicules à batterie vont dégrader le bilan carbone des entreprises et que l'État a la plus grande peine de trouver les financements pour le bonus à l'achat des voitures électriques promis. Et enfin, on n'a pas fini parce qu'avec la nouvelle norme Euro 7, il faudra aussi a priori prendre en compte l'impact environnemental des pneumatiques des véhicules électriques. Donc tout ça, c'est un entraînement et ce n'est que le début. À la lumière de ces éléments factuels, nous émettons donc un doute sur la solidité des projections des recettes de la région et nous émettons des inquiétudes fondées sur la manière de gérer l'argent des Ligériens. Nous voterons donc contre ce projet de budget primitif 2024, également car en tant qu'élus d'opposition, nous appelons depuis le début de la mandature à des dépenses plus rationnelles et à la prudence, notion que nous n'avons pas retrouvée suffisamment dans ce budget. Merci. Je vais à présent laisser la parole à Monsieur De Rugy. Merci Madame la Présidente. Concernant le budget, je voudrais d'abord faire une remarque de forme. En général, me semble, la pratique amène à être assez détaillée et assez de faire une présentation avec compris des questions un peu techniques en commission et d'être plus sur les grandes orientations et les débats un peu généraux en séance.
il se trouve que finalement, sur le budget, la pratique de votre vice-président, Madame la Présidente, est un peu inverse, puisque en commission, en fait, il n'y a même pas de présentation du projet de budget, et que, en revanche, nous en avons une tout à l'heure, avant que nous intervenions de la part de Monsieur Dejoie. C'est quand même une méthode de travail un peu surprenante. Donc c'est la représentante du Césaire qui en quelque sorte a présenté le budget. Enfin, elle n'a pas présenté le budget, elle a présenté l'avis du Césaire, qui n'était d'ailleurs encore qu'un projet, puisqu'il était soumis au débat ensuite en séance plénière du Césaire. Je remercie d'ailleurs vraiment, là c'est un cas concret de contribution utile du Césaire d'avoir l'avis et la présentation d'un certain nombre d'enjeux budgétaires à travers cet avis, mais c'est un peu dommage quand même que nous ne l'ayons pas en commission des finances, et notamment que nous n'ayons pas de présentation sur au minimum 5 ans. On pourrait même dire, tout à l'heure, Monsieur Dejoie, vous avez fait mention de choses qui n'auraient pas été faites dans la période qui allait jusqu'à 2015. Bon, ça fait quand même 8 ou 9 ans, bientôt, que cette période est terminée. Donc, c'est pas vraiment un argument, mais ce serait intéressant de comparer, par exemple, les données budgétaires, le cas échéant, sur les 10 dernières années. Nous n'avons pas ces informations en commission, et c'est un peu dommage, parce que je pense que ça nous permettrait, mais vraiment pour tout le monde, d'avoir une appréciation plus juste. D'autant plus qu'il y a eu les années Covid qui ont quand même faussé considérablement les comparaisons. Donc quand on fait des comparaisons d'une année sur l'autre, alors qu'on a simplement... En coup, vous aviez dit d'ailleurs que c'était terminé. Donc c'était terminé il y a 1 an pour l'année 2023. Est-ce que c'est aussi terminé cette année pour l'année 2024 ? Bon, ça paraît d'ailleurs moins clair. Peut-être est-ce lié aussi à l'absence, mais je crois que vous la revendiquez, Monsieur Dejoie, de programmation pluriannuelle. Alors là aussi, bon, c'est un petit peu de la répétition, mais on est obligé de se répéter. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce serait très utile. Et si on avait en parallèle ce qui s'est passé dans les 5 ou 10 dernières années et ce que l'on pourrait faire dans les 5 ou 10 prochaines années, au moins les 5 années, avec une programmation pluriannuelle, ce serait utile. J'ajoute à cela que même le Césaire a pointé dans son avis quelque chose qui est quand même un peu problématique pour une analyse sincère du budget. Je cite, « Le Césaire n'est pas en mesure d'apprécier l'évolution des dépenses de fonctionnement et d'investissement hors plan de relance. » Voilà exactement une illustration concrète du problème de ne pas avoir des chiffres sur une durée suffisante, et c'est quand même gênant. Vous revendiquez une baisse des dépenses de fonctionnement, notamment sur l'exercice qui se termine, mais en revanche, vous n'êtes pas très loquace sur l'augmentation des dépenses de personnel. D'ailleurs, dans l'avis du Césaire, il est dit que c'est principalement lié à la hausse du point d'indice qui est évaluée à 6 et quelques millions d'euros, mais enfin la hausse des dépenses de personnel est de 13 millions d'euros. Donc 7,2%, c'est quand même très largement supérieur aux augmentations de salaire des agents, donc c'est pas uniquement cela. Voilà une remarque générale, mais la forme et le fond sont indissociables en la matière, puisque c'est évidemment ce qui permet de porter un jugement plus précis sur le budget. De la même façon, nous souhaiterions qu'il y ait annexé au budget un état des lieux de l'économie, de l'état des entreprises de la région. Je sais que vous y êtes sensible, Madame la Présidente, vous y êtes très attentive, et on sait que sans être alarmiste, la situation des entreprises de la région comme du reste de la France peut se dégrader en 2024. Déjà en 2023, il y a un peu plus de défaillances qu'il n'y en avait. Ce serait intéressant bien sûr d'avoir les chiffres de la région, d'autant plus que c'est une politique régionale, même si aujourd'hui c'est plus en revanche une source de fiscalité. Le Césaire a pointé, et on peut évidemment, on ne peut que partager l'inquiétude. Vous n'en avez pas tellement parlé, Monsieur le Vice-président, sur l'effet ciseau entre des recettes qui pourraient être moins dynamiques, voire stagner. On ne peut pas craindre de baisse, mais tout de même, et des dépenses de fonctionnement qui, elles, pourraient continuer à augmenter sous les effets notamment de l'inflation. Concernant les recettes, concernant les différentes taxes, là aussi, vous n'êtes pas très loquace sur la prévision que vous faites sur les taxes sur les cartes grises. Encore
même 130 millions d'ailleurs, c'est un prélèvement qui n'est pas négligeable sur le budget des habitants de la région, en tout cas ceux qui achètent une voiture, neuve ou d'occasion. Vous dites c'est uniquement parce qu'il y aurait un peu plus de véhicules écologiques et donc il y a les ristournes. Bon, en même temps, sur le marché de l'occasion, c'est pas encore énorme. Les recettes de TVA restent dynamiques et espérons que ce soit le cas, et tant mieux. Et d'ailleurs, ça montre que ce qui avait été décidé en 2015, à l'époque, par le gouvernement de Manuel Valls, c'était une très bonne chose. Les fonds verts, la contribution de l'État augmente de 5 millions d'euros, mais ça, c'est le Césaire qui le pointe d'ailleurs, parce que si on regardait facialement, on pourrait avoir l'impression que ça baisse. Les fonds verts, le fonds vert de l'État qui a été créé, 2,8 millions d'euros en plus pour la région. Le taux de réalisation du contrat de plan proche de 100% également. Là aussi, on dit souvent, mais les contrats de plan, c'est que de l'affichage, l'État ensuite n'est pas au rendez-vous. Ben là, en l'occurrence, sur le passé 100%, et vous avez parlé, Madame la Présidente, des engagements très importants pour l'avenir, et tant mieux. Sur l'investissement, vous maintenez un niveau d'investissement élevé, tant mieux, on ne peut que partager cet objectif dans les lycées, dans les transports. Mais j'ai posé une question, par exemple, concrète, et je l'avais déjà posée en commission permanente, sur les effets à la fois écologiques et économiques, budgétaires, des travaux de rénovation des lycées. Et vous nous avez répondu que non seulement vous n'aviez pas la réponse, mais qu'on n'avait pas les données, puisqu'elles sont à la main des gestionnaires des lycées. Écoutez, c'est quand même pas une réponse satisfaisante, parce que là, ça frise, sinon la mauvaise gestion, ou en tout cas une espèce de gestion aveugle. Vu les montants d'investissement sur la rénovation énergétique des lycées, il faut absolument qu'on ait ces données, et ça doit être faisable de les collecter, de demander aux gestionnaires de les collecter. Et ça m'amène à parler du budget vert, qui est une très bonne chose, et je salue ce premier effort. C'est encore capable de mesurer l'impact réel. Donc il faut que ça aille beaucoup plus loin dans les années qui viennent. Et je dirais que d'une manière générale, c'est un petit peu l'appréciation générale que nous aurons sur ce budget qui nous amènera à nous abstenir, c'est que certes, il y a un niveau d'investissement élevé et c'est une bonne chose. Il y a cette première tentative de budget vert, mais il y a toujours une absence de programmation pluriannuelle qui, à notre sens, traduit une absence de vision plus forte de l'avenir de notre région qui pourrait se décliner justement politique par politique dans les différents domaines avec cette déclinaison pluriannuelle que nous appelons de nos vœux. Merci. Je vais à présent laisser la parole à Didier Revaux. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, ce BP 2024 suit un cap très proche de celui qui avait déjà permis d'élaborer le BP 2023, ce qui semble ici chagriner certains de nos collègues. Or, il s'agit d'un premier motif de satisfaction au regard des incertitudes économiques et financières qui pèsent toujours aussi fortement sur nos comptes. En effet, malgré un environnement particulièrement contraint qui rend difficile l'établissement de prévisions, ce BP 2024 se traduit par de bons résultats. Ainsi, les épargnes brutes et nettes à plus de 236 millions d'euros et près de 115 millions d'euros se situent à des niveaux élevés et semblables à ceux prévus en 2023 au BP. Ces résultats très satisfaisants ne peuvent que nous conforter sur la qualité des prévisions retenues pour l'élaboration du BP 2024, lequel s'élève quand même, faut-il le rappeler, à plus de 2047 millions d'euros. Ces perspectives favorables, et cela a été dit par mon prédécesseur, permettent ainsi de prévoir des investissements importants, soit plus de 507 millions d'euros, tout en limitant le recours à l'emprunt à 264,5 millions d'euros. Les investissements inscrits en 2024 progressent ainsi de 2,45% par rapport à ceux de 2023. Si ce pourcentage intègre évidemment l'inflation, il est surtout prudent par rapport au projet de loi de finances 2024 qui prévoit une trajectoire de plus 5%. Mais il est vrai qu'avec le PLF, nous ne sommes plus un optimiste près. Ce n'est pas le choix de notre collectivité qui est celui de la lucidité sur le ralentissement de la croissance avec ses effets défavorables sur nos recettes fiscales. L'essentiel d'entre elles, et ça a déjà été dit,
correspond en effet à des compensations de l'État sur la TVA, estimées malgré tout à un peu plus de 838 millions d'euros en 2024. Elle représente plus de 67% des 1 247 millions du total de nos recettes fiscales. Une certaine prudence s'impose donc, car la TVA est liée à la croissance économique, laquelle dépend évidemment d'une activité des entreprises ou de leur niveau d'activité, mais aussi de leur capacité à financer leurs besoins en fonds de roulement, c'est-à-dire à mobiliser une trésorerie suffisante. Or, les crises successives et le recours à des prêts garantis pour y faire face sont évidemment des facteurs de tension de trésorerie chez nombre d'entre elles. De ce fait, il convient de rester vigilant sur nos recettes et prudent sur nos dépenses. C'est pourquoi la maîtrise des dépenses de fonctionnement est fermement réaffirmée dans ce BP 2024. Aussi, et il faut le souligner et le saluer, les dépenses inscrites en fonctionnement baissent plus fortement, soit 2,9%, que la trajectoire proposée par le projet de loi de finances 2024 qui se situe à moins 0,5%. Il est vrai que lorsqu'il s'agit de faire des économies, le PLF n'est peut-être pas très ambitieux. Comme pour les dépenses d'investissement, il faut souligner que la baisse de 2,9% des dépenses de fonctionnement doit être considérée, inflation comprise, réalisée. Pour autant, nos priorités, emploi, jeunesse, écologie et soutien au territoire, ne sont pas sacrifiées. Le sérieux budgétaire est d'ailleurs la seule solution crédible pour les garantir dans la durée. Cette volonté affirmée et réaffirmée est rendue plus difficile par les effets de l'inflation, rendue plus difficile par le ralentissement de la dynamique de nos recettes fiscales, rendue plus difficile par l'augmentation des taux d'intérêt et donc des frais financiers, rendue plus difficile par les encours de la dette, qui est aussi la contrepartie des efforts sans précédent apportés en 2020 et 2021 aux forces vives économiques, sociales et associatives ligériennes. Dans ces conditions, il ne serait pas déraisonnable de nous accorder au moins, pour considérer comme positif le fait que la durée de désendettement se stabilise à 7,5 années, alors que l'encours de la dette est de l'ordre de 2 140 millions d'euros et que le capital à rembourser annuellement se situe autour de 120 millions d'euros. De même, ne pourrait-on pas nous retrouver pour admettre que les prévisions 2024 sont aussi le fruit de décisions courageuses, prises lorsqu'il le fallait. Je pense notamment à celle d'une légère revalorisation du prix des cartes grises ou bien encore à celle relative aux ajustements des tarifs du transport scolaire. La revalorisation du prix des cartes grises avait été utilement anticipée. Or, malgré cela, en 2024, la recette attendue devrait être de 130 millions d'euros, soit en baisse de 3,3 millions d'euros. Nous pourrions enfin reconnaître objectivement qu'il est de plus en plus difficile de faire des prospectives budgétaires. De ce fait, il nous faut, avec raison, préserver des capacités d'ajustement de nos engagements financiers. Cela impose en parallèle de ne pas nous écarter de critères comptables fondamentaux. C'est très clairement ce que traduit ce BP 2024 qui est sincère, sérieux et volontaire. Sincère, si l'on veut bien considérer les excellents taux d'exécution des prévisions budgétaires des années passées. Sérieux, si l'on veut bien considérer qu'il préserve nos marges de manœuvre pour agir de façon ciblée et constante sur nos priorités. Volontaire, si l'on veut bien considérer l'accélération des investissements en faveur de la transition écologique, mais aussi volontaire pour les actions en faveur de la politique territoriale qui sont encore renforcées. Je crois aussi qu'il est nécessaire de souligner et de saluer que ce BP
est marquée de justice. Dans le domaine de la solidarité, si là aussi on veut bien considérer l'engagement régional en faveur des personnes en situation de handicap. Alors non, ce BP n'est pas maigre comme je l'ai entendu ce matin. Il affirme des ambitions qui s'inscrivent avec responsabilité dans la durée. En cela, ce BP n'est ni pessimiste ni optimiste, il est réaliste au service des Nigériens et du développement de notre territoire. Son exécution en 2024 nous en fera la parfaite démonstration et c'est tant mieux pour l'intérêt général. Je vous remercie. Merci. Je vais à présent laisser la parole à Roch Brancourt. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous mes chers collègues. À l'occasion de ce BP 2024, je voudrais d'abord saluer le travail de toutes les équipes, que ce soit au sein des directions transport, mais aussi de la direction des finances pour œuvrer à un pilotage maîtrisé de cette compétence qui prend année après année beaucoup d'envergure au sein de notre collectivité régionale, puisque vous l'aurez noté, c'est un budget de fonctionnement qui désormais est supérieur à 450 millions d'euros, un budget d'investissement qui se maintient année après année en crédit de paiement à plus de 100 millions d'euros, et puis cette année, à l'image de l'ambition que nous affichons en investissement de programmes, cette dynamique, elle est aussi rendue possible parce que notre région assure une maîtrise de ses dépenses et un pilotage responsable de ses finances. Il a été, depuis ce matin, formulé plusieurs critiques sur notre politique de transport et aussi sur nos engagements dans le CPER, et je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée d'apporter quelques précisions et surtout démentis. D'abord, je constate que, à l'image de ce qu'on a pu entendre sur les questions de politique migratoire, on voit bien à quel point une partie de cet hémicycle, heureusement minoritaire, refuse de voir le réel, refuse de constater la réalité des choses et se contente trop souvent de présenter une réalité tronquée, très minoritaire de la réalité des choses. À cet égard, il est important, je crois, toujours d'essayer d'avoir une approche nuancée de la réalité et de ne pas être prisonnier d'un certain aveuglement idéologique. Alors, de quoi est-ce que je parle s'agissant de transport? Par exemple, des augmentations de tarifs. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps des augmentations de tarifs que nous avons de manière responsable décidées dans cette collectivité en matière de transport, mais on ne parle jamais de l'augmentation de fréquentation qui est constatée mois après mois, année après année sur nos réseaux de transport et dont on ne peut que se féliciter, et que les augmentations de tarifs, loin de décourager, accompagnent en réalité, car ces augmentations de fréquentation, elles se traduisent aussi par des augmentations de subventions accordées à nos réseaux et des augmentations de budget que nous consentons, que nous consacrons, et c'est bien la solidarité régionale qui finance cette augmentation d'offres et cette augmentation de fréquentation. On nous a parlé à grand bruit de 3 gares qui ont fermé, mais pour autant sans préciser que le très très faible nombre d'usagers qui utilisaient les trains. En revanche, personne ne parle, et c'est la raison pour laquelle je le fais ce matin, des gares que nous ouvrons et que nous allons ouvrir dans les mois et les années qui viennent, que ce soit à Bouguenais, près de Nantes-Atlantique, que ce soit en Vendée, aux Herbiers par exemple, ou dans la périphérie du Mans, au Mans, hôpital et université. On nous parle aussi des évolutions qui seraient à craindre sur les règlements du tarif solidaire pour accéder au TER, la fameuse carte Mobi, et pourtant nul ne précise que cette évolution va permettre à un plus grand nombre de bénéficiaires d'accéder à ces tarifs et donc de rendre nos transports ferroviaires plus inclusifs. Ça, c'était pour les évolutions concernant les principales critiques formulées à l'égard de nos transports régionaux. Je voudrais venir à présent sur la question du CPER. Et pour commencer, répondre
au questionnement de M. Garot qui se plaint de ne pas avoir de documents pour expertiser le CPER, mais a quand même réussi à faire des calculs, donc il a quand même dû avoir des documents. Monsieur Garot, je voudrais simplement vous rappeler que la Mayenne ne se résume pas à Laval. Et que, d'une part, il est évidemment, Laval, comme beaucoup de nos territoires, aurait souhaité que davantage des projets qu'ils ont soumis soient soutenus. Mais pourquoi? Est-ce une raison pour passer sous silence le financement pour plus de 4 millions d'euros d'une rampe vélo à la gare, d'une piste cyclable sur l'avenue de Chanzy, de la rénovation de la piste de l'aérodrome de Laval Agglomération? Pourquoi passer sous silence ces montants? Et pourquoi aussi, dans vos calculs un peu alambiqués, écarter les projets régionaux comme si la Mayenne n'était pas dans la région? Faut-il comprendre que, selon vous, eh bien, l'accès aux aéroports parisiens par le TGV, ça ne concerne pas les Mayennais? Faut-il comprendre que, selon vous, la fiabilité du réseau TGV pour accéder à Montparnasse, ça ne concerne pas les Mayennais? Faut-il comprendre que, pour vous, le dynamisme du Grand Port et le potentiel de développement du fret ferroviaire qui vient du Grand Port vers la future plateforme de Saint-Berthevin, fret ferroviaire, que nous soutenons, ça ne concernerait pas les Mayennais? Bref, non, Monsieur Garot, les montants que vous affichez sont faux et c'est bien plus de 200 € par habitant mayennais que ce CPER va concerner. Enfin, ce CPER, c'est un CPER historique, ça a été rappelé, avec la dépense prioritairement consacrée au ferroviaire et aussi au fret ferroviaire. C'est aussi un CPER qui ne souffre pas d'aveuglement idéologique et qui donc n'a pas peur de mettre des moyens pour la modernisation et la rénovation des réseaux routiers dans les secteurs qui en ont le plus besoin et qui sont le moins innervés par d'autres modes de transport. Et enfin, c'est un CPER qui accompagne la transition avec un budget consacré au vélo qui est aussi important que le budget consacré aux routes. Je vous remercie de votre attention. Je vais à présent laisser la parole à Barbara Nouri. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je voulais insister ce matin, en complément des propos de Laurent Dejoie, sur le contenu du budget 2024, volontaire, dynamique, et qui, malgré les défis posés par une pression inflationniste persistante, demeure pleinement engagé pour et aux côtés des acteurs ligériens. Alors, quelques chiffres à souligner. Ça a déjà été dit, mais je le redis, plus de 507 millions d'euros de dépenses d'investissement pour cette année 2024, une ambition financière qui est le fruit d'une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et qui permet de préserver notre autofinancement et de maintenir nos fondamentaux financiers. Nous avons su anticiper les baisses de dotations et de recettes et cette prévoyance nous permet aujourd'hui de poursuivre notre cap et de garantir un développement harmonieux de notre région. L'effort budgétaire est maintenu envers notre jeunesse avec des mesures concrètes, effectives, puisque notre engagement envers l'éducation demeure une priorité incontestable. Avec près de 45 millions d'euros dédiés aux dépenses de fonctionnement des lycées, la région persiste dans son soutien massif à l'éducation. Avec l'opération Mon ordi au lycée, une aide précieuse d'équipement pour l'apprentissage de nos jeunes, c'est 30 millions d'euros. Avec l'accompagnement des familles et la prise en charge de 90% des dépenses du coût réel des transports scolaires. Je le redis, c'est 175 millions par an et donc c'est 140 € de participation des familles représente le coût mensuel pour la région, 140 € mensuels pour la région, 140 € par an pour les familles. Et enfin, la création de la promotion qui regroupe une centaine de jeunes Ligériens invités à enrichir de leur réflexion nos politiques publiques qui les concernent. Et donc, c'est une belle démarche à saluer. Enfin, je tenais à souligner que la région franchit une étape cruciale en matière d'écologie en intégrant la démarche budget vert pour cette année, une initiative qui n'est pas contrainte par un cadre légal et qui fait de la région une précurseur avec les 3 autres régions et la petite centaine de collectivités qui sont engagées dans cette démarche. Alors bien sûr, cette démarche budgétaire sera à améliorer et à conforter dans les années à venir. Alors soyons fiers, chers collègues, de pouvoir maintenir nos ambitions pour 2024 avec un budget anticipé pour une région qui avance avec détermination
et qui garde le cap qu'elle s'est fixé. Je vais à présent laisser la parole à Nathalie Poirier. Merci Madame la Présidente. Bonjour chers collègues. Le Président Laurent Dejoie a évoqué très rapidement le budget qui sera consacré en 2024 aux formations sanitaires et sociales, et j'y reviendrai cet après-midi de manière concrète. Je voudrais simplement préciser qu'il a augmenté de 37% depuis 2016. Je voudrais redire ce matin de manière forte sur ces sujets prioritaires pour les Ligériens que sont la santé, le médico-social, le social. Nous poursuivons notre action volontariste en investissement et en fonctionnement. Nous formons davantage. Nous formons en proximité. Nous formons en sécurisant les parcours des apprenants. La volonté politique, au-delà des postures, c'est d'abord de l'action concrète et une réponse aux besoins des Ligériens pour aujourd'hui et pour leur avenir. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Guillaume Garot. Merci Madame la Présidente. Puisque j'ai été interpellé plusieurs reprises et dernièrement par Roch Brancourt, moi je voudrais poser deux questions donc sur le CPER et le volet mobilité du CPER, Monsieur le Vice-président, mais en reprenant d'ailleurs les éléments que Madame la Présidente a bien voulu nous donner dans sa réponse tout à l'heure. Vous n'avez pas répondu à deux questions que je continue de vous poser. La première, comment avez-vous sélectionné les projets qui rentrent dans le CPER et ceux que vous avez écartés? Parce que là, il y a une forme de boîte noire. Qui a décidé? Sur quels critères? Ça, on voudrait bien avoir des éléments de réponse là-dessus. La deuxième question, c'est comment vous arrivez à ce chiffre annoncé par la présidente, 230 € par habitant, quel que soit le département. Nous avons eu beau, sur la base de vos documents, retourner le sujet dans tous les sens, on n'y arrive pas. Et même en réintégrant ce qui est hors CPER selon Madame la Présidente, en effet, Cholet-Bressuire, pour la Vendée, bien, les inégalités entre les départements sont flagrantes. Et pour le dire autrement, bien évidemment que les structures, les équipements d'intérêt régional comme Nantes Atlantique, ça concerne tous les habitants de la région. Le Grand Port, ça concerne tous les habitants de la région. Les améliorations pour la desserte en Île-de-France, le trafic en Île-de-France, ça concerne tous les habitants de la région, les Mayennais comme les Vendéens, comme les habitants des trois autres départements. Mais une fois qu'on a isolé ces trois grandes opérations, je le redis, on est dans l'iniquité la plus totale. Donc ce que nous vous demandons, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, c'est de nous détailler le calcul qui vous fait affirmer que nous sommes à 230 € par habitant, quel que soit le département. Je vous remercie. Je vais à présent laisser la parole à André Martin. Merci. Merci Madame la Présidente. Juste un mot pour répondre aux interrogations concernant la consommation énergétique des lycées. Vous dire que au titre de l'année 2023, on va réceptionner plusieurs centaines de chantiers qui visent, pour la majeure partie d'entre eux, à réduire la consommation énergétique. Sur la saison de chauffe dernière, on a déjà constaté plus de 21% de réduction de la consommation énergétique. Donc ces chantiers, c'est pas une imagination, c'est bien une réalité et une performance derrière que suivent chaque gestionnaire d'établissement. Et ce qui nous permet évidemment, en ajoutant l'ambition solarisation qui a été évoquée par la présidente ce matin, ce qui nous permet de pouvoir imaginer être au rendez-vous du dispositif éco-efficacité tertiaire de 2030 de manière assez sereine. Donc on poursuit cet effort de travaux pour améliorer encore ces performances. Merci. Je vais à présent laisser la parole à Sandra Impérial. Non, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit concernant les lycées à plusieurs reprises.
Il y a eu déjà la question effectivement qui a été dite par André Martin, les économies de chauffe, moins 20% donc cette année, avec les degrés exigeants, les logiciels et les agents dans chaque lycée et gestionnaire qui font des efforts chaque année. Donc là, vous avez votre réponse. Et puis, par ailleurs, je voulais répondre aussi à plusieurs interrogations depuis ce matin. Alors vous le dites, nous sommes tributaires du passé. L'histoire de la région et l'histoire en politique, c'est très important. On a un passé, on a l'histoire du temps présent, on a le futur. Et je pense que pour les lycées, le budget le montre là, aujourd'hui, on se projette vers le futur. On rénove l'existant, mais on se projette aussi vers le futur. La présidente l'a dit encore ce matin, plus de 50% des investissements dans les lycées vont aussi vers la transition énergétique, avec sécurité, avec les événements que nous avons eus, nous restons très humbles, mais nous continuons à être extrêmement exigeants sur ce budget. 2, la solarisation, ça a été dit à nouveau, la solarisation générale en 2030. Enfin, je veux dire, la région est au rendez-vous. C'est une véritable ambition, et là, on va vers l'avant. Et puis les midi-forêts. On a un plan arbre, il a été remercié évidemment le travail du Césaire, et on a aussi des mini-big forest avec des ESAT. Donc là aussi, la transition énergétique, elle est aussi en marche dans les lycées, avec, on le verra tout à l'heure, des projets éducatifs et de plus en plus tournés vers le handicap, qui est la priorité aussi de la présidente. Voilà ce que je voulais quand même préciser concernant les lycées. Et puis j'apprécie parce que oui, vous le dites depuis ce matin, on rattrape l'existant. Eh bien oui, mais vous ne le découvrez pas. Mais c'est pas parce qu'on rattrape l'existant qu'on n'agit pas pour l'avenir. Et qu'on ne peut pas faire table rase du passé, et qu'on est obligé de faire en fonction. Et c'est bien ça l'histoire du temps présent et l'histoire future pour la transition énergétique. Merci. Je vais à présent laisser la parole à Jean-Luc Catanzaro. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Juste pour rebondir sur les sujets autour de la baisse évoquée concernant la formation. Juste pour vous dire, effectivement, 27 000 places prévues l'année dernière, 15 772 réalisées. Sur les formations pour les personnes les plus éloignées, ce qu'on appelle chez nous les formations prépa, 6 755 places, 3 838 réalisées. Et pour autant, le même budget. Pourquoi? Parce que les personnes étant plus éloignées de l'emploi, le travail de formation est plus long et plus approfondi. D'ailleurs, 2 chiffres intéressants, 77% des publics qui rentrent en formation sont identifiés comme des publics éloignés de l'emploi selon les descriptifs de l'État et du pacte que l'on a signé et que l'on va signer avec l'État. En 2022, c'était 54% des personnes qui étaient indemnisées, des personnes demandeurs d'emploi, qui étaient indemnisées par la région parce qu'ils n'avaient pas d'indemnité Pôle emploi. En 2023, c'est 64%. Donc on voit bien que le public est de plus en plus éloigné de l'emploi. Donc bien sûr, à l'approche de Noël, on aurait pu vous faire un budget avec 30 000 places et en faire que 10 000. Donc là, je vais peut-être rebondir sur ce qu'on évoque depuis ce matin, mais la nuance, vous savez, c'est aussi parfaitement conjugable avec la lucidité, le réalisme, la responsabilité et le courage. Donc on a le courage, effectivement, d'afficher ce qu'a dit la présidente tout à l'heure, 1 euro dépensé est 1 euro utile en termes également de formation. Merci. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole. Peut-être avant de vous passer la parole, Laurent Dejoie, répondre sur le CPER et avec des propos très clairs, Monsieur Garot. D'abord, la méthode. La méthode, comment ça fonctionne? Le préfet reçoit un mandat de négociation avec des règles très claires, des ambitions portées au niveau de l'État et du gouvernement. Ensuite, on échange. On fait, tout l'ensemble des collectivités nous font remonter l'ensemble de leurs projets. Je n'ai pas les chiffres sur le volume des projets remontés, mais je vous donne juste un exemple concret, parce que dans le cadre du CPER sur la culture, c'est exactement la même chose. On avait 600 millions d'euros de projets remontés. Vous pouvez imaginer qu'on n'avait pas une enveloppe de 600 millions d'euros. On a fait en sorte, l'enveloppe était de 30 millions d'euros. Et la règle que j'ai souhaité fixer
et Isabelle le sait, et je salue d'ailleurs son travail, ça a été l'équité, euros par habitant, l'équité sur les territoires. Et là, on a fait exactement la même méthode. Et je vais vous donner en détail département par département, mais ça a été vraiment cette règle. Beaucoup de projets ont été remontés, et après, en fonction du cadre du gouvernement, nous avons attribué les projets. Avec une règle un peu différente pour la région des Pays de la Loire, où moi je me suis battue pour ça, c'est-à-dire que où l'État n'intervenait pas sur certains projets, la région avait la possibilité d'intervenir. Et ce n'était pas 1 euro d'État, 1 euro de la région. Il y a certains projets où l'État n'intervient pas parce que justement, j'avais cette volonté qui est cette équité sur les départements et qu'on puisse accompagner certains projets qui étaient au point de départ totalement rejetés au niveau de l'État. Et donc ça a été une des règles. Après, la répartition, je vais vous la donner, puisque vous étiez présent au moment de la visite du ministre Clément Beaune, et j'avais demandé d'ailleurs que cette projection et cette carte soient visibles de tous. Quand je parle de 230 € par habitant, c'est une moyenne. Ce qui veut dire, je vais vous donner les chiffres en détail, c'est que la Mayenne a 214 € par habitant. La Loire-Atlantique a 238 € par habitant. La Vendée a 255 € par habitant. La Sarthe a 248 € par habitant. Et le Maine-et-Loire a 263 € par habitant. Voilà le détail. Mais en tout cas, tout ça, c'est totalement transparent. Et bien évidemment, aujourd'hui, et je crois que vous, finalement, vous faites le porte-parole du maire de Laval qui m'a laissé un petit message ce matin. Et d'ailleurs, je lui ai répondu que mon DGS et mon directeur général adjoint des transports étaient à disposition de ces équipes. Et j'entends parfaitement qu'il y a certains territoires. Pourquoi ce projet-là n'a pas été attribué plutôt qu'un autre? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut faire des choix. Et la politique, c'est aussi faire des choix. Et on ne peut pas prendre tous les projets. Déjà, 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros, c'est conséquent. Et encore une fois, je me permets de rappeler, parce que les gens ont la mémoire courte, sur l'ancien CPER, la différence entre les départements était énorme. Discutez avec le président du département de la Sarthe, ici même dans cet hémicycle, et je pense que vous l'avez entendu, où lui, il avait à peine 100 € quand certains avaient aux alentours de 200 €. Là, aujourd'hui, très clairement, c'est la règle que j'ai, moi, fixée pour ce CPER, faire en sorte qu'il y ait une équité sur les territoires, et c'est ce que nous faisons. Monsieur le Président de Commission, je vous laisse répondre à l'ensemble des questions. Merci. Quand je conclus le... Merci. Non, mais dès l'instant que je prends la parole, Monsieur Garot, c'était avant. Non, mais j'ai demandé. Pardon? Non, ouais. Peut-être, mais moi je conclus les débats, Monsieur Garot. Voilà, je conclus les débats et je laisse mon vice-président répondre à l'ensemble de vos questions. Mais on aura l'occasion de... La journée ne fait que commencer, Monsieur Garot. On a 1 journée et demie pour débattre et échanger. Mais c'est la règle de... Pardon, mais c'est la règle dans cet hémicycle. Ben oui, tout simplement. Non, mais je rappelle quand même, sur le mandat précédent, et je pense que les élus qui étaient là sur le mandat précédent, est-ce que je peux m'exprimer sans couper la parole? Ça, c'est du respect. Sur le mandat précédent, les élus, les conseillers régionaux, quels que soient les bords politiques, ne pouvaient prendre la parole qu'une seule fois. Là, aujourd'hui, vous pouvez prendre la parole plusieurs fois. En revanche, quand je pose la question, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, j'ai rien sur mon écran, je prends la parole avant la conclusion du président, c'est pour conclure. Laurent Dejoie. Merci, Madame la Présidente. Avant de répondre à chacun et chacune des interlocuteurs qui sont adressés à moi, je voudrais me féliciter quant à la tonalité générale des interventions qui conforte la position de la région, la position du vice-président aux finances. Oui, nous revendiquons de suivre un cap. Et il n'est pas surprenant que par cohérence, le budget 2024 ressemble au budget 2023. Les budgets qui font du yo-yo, ce n'est pas de la gestion sérieuse des fonds publics, des finances publiques. Et dans tous les domaines, nous avons cette vision, effectivement, Sandra Impérial l'évoquait, de bien regarder ce qui s'est passé, de bien vivre le présent et d'aller vers l'avenir. Et donc cette cohérence est absolument indispensable. Une autre question très transversale posée à plusieurs reprises sur la programmation
pluriannuel des investissements. Bien évidemment que nous programmons de manière pluriannuelle nos investissements. Les autorisations de programme, elles sont là pour ça. Il y a eu au mandat précédent la stratégie d'investissement dans les lycées pour ce domaine particulier, qui est d'ailleurs l'un des domaines où nous investissons le plus, puisque beaucoup d'autres investissements sont sous forme de subventions avec des partenaires qu'il est assez complexe de traduire en programmation pluriannuelle avec des détails. Nous réfléchissons à vous donner plus d'éléments sur le rythme et la manière dont on pourra faire les investissements, mais en évitant d'aller dans un niveau de détail qui fera que on va vous expliquer aujourd'hui, en 2000 ou fin 2023, qu'on va refaire la toiture du lycée X à la fin de l'année 2027 ou les ouvertures du lycée Y au début de l'année 2026, et que si le moindre retard dû à des questions juridiques, dû à des questions de disponibilité des entreprises, etc., soit évidemment souligné et reproché. Donc il faut les grandes masses d'investissement, vous les avez. Vous regardez par exemple que les investissements jusqu'à la fin de ce mandat en centaines de millions d'euros, ils sont mentionnés. Et non seulement nous les avons mentionnés au budget de l'an dernier, mais surtout on les respecte. C'est ça qui est important, c'est de dire ce qu'on va faire et de le faire. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, bon, Madame Dreur, vous avez pris la métaphore de la chanson. C'est vrai que c'est agréable. C'est assez rare qu'on me fasse chanter. Mais bon, moi je vous dirais que si on veut fier la métaphore avec vous, en matière d'investissement, le bruit qu'on sort chez nous, ça serait celui de la fanfare et de l'harmonie réunis. Tellement nous investissons et tellement nous le faisons de manière pertinente. Vous avez évoqué, mais vous n'avez pas été la seule, le budget vert. Effectivement, nous mettons en place cette année cet outil de pilotage qui s'appelle le budget vert. Alors, Madame Hameau, il est possible, mais je n'ai pas encore regardé les comptes rendus pour avoir le contexte exact de ce que j'ai dit, que j'ai pu émettre il y a quelques années des doutes, mais qui ne doute pas dans la vie. En tout cas, qui ne doute pas n'est pas responsable. Eh bien, j'ai peut-être émis des doutes, surtout à l'époque où c'était, ou peut-être que les outils n'étaient pas aussi affinés qu'ils le sont maintenant. Et puis voilà, et maintenant on en a un. Et puis si j'ai peut-être changé d'avis, je vais vous dire à vous qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ça serait pourtant bien que certains s'en inspirent de ce proverbe. Sur le BGS que vous avez souligné également, Madame Hameau, premier trimestre, je vous l'ai déjà dit en commission, je vous le redis. Et puis vous dites qu'on n'a que des investissements au pied du mur. C'est un compliment. Vous savez que c'est au pied du mur qu'on voit les maçons. C'est à cet endroit-là. Hein. Donc c'est effectivement de lourds investissements dans les lycées avec des artisans de la région qu'on va pouvoir faire tous ces travaux. Vous m'avez également interpellé sur la dette verte. Alors effectivement, on a une dette verte. Il y a eu les obligations vertes qui ont été mises en place. Il y a des emprunts auprès d'institutionnels qui sont fléchés sur la transition écologique. Aujourd'hui, au 31 décembre 2023, on peut considérer que 37% de notre dette est qualifiée de verte ou de responsable. C'est un beau résultat et on va monter encore plus loin, mais c'est déjà une belle base pour, y arriver. Nos budgets ont des taux de réalisation excellents. Je ne comprends pas votre observation sur nos taux d'exécution en investissement en particulier. Il n'y a rien à se reprocher. Alors évidemment, on est loin des autorisations de programmes fantômes ou de la dette cachée qu'on a trouvée en arrivant. Effectivement, c'était par centaines de millions qu'à chaque session, on nous sortait des trucs qui ne sont jamais arrivés, qui ne se sont jamais déroulés. Monsieur de Chabot et Monsieur de Malherbe, vous avez l'un et l'autre, mais dans un sens différent, évoqué l'amendement sur la prise en compte des véhicules électriques dans le budget vert. Alors, je vous dis qu'on n'acceptera pas cet amendement. Effectivement, les véhicules électriques sont verts. Effectivement, ils utilisent, mais comme les autres voitures d'ailleurs, des matériaux ou des métaux rares, effectivement, exploités ou recueillis dans des circonstances certainement pas forcément parfaites partout, mais on n'a pas les moyens d'aller les vérifier. Et donc, on n'a pas l'intention de modifier cet état de choses. Quant aux meubles de l'immeuble Le Reflet, oui, bon, on a aussi des collaborateurs, des agents de la région qui méritent de travailler avec des instruments de qualité. Et quand on fait notamment des méthodes d'organisation autour du travail en équipe, il faut des meubles qui soient adaptés, sinon ça ne fonctionne pas.
Puisque je parle des agents de la région, Madame Rougeron, alors votre question là, sur le protocole accord syndical, moi je l'ai présenté en comité social territorial. Bon, on a eu des questions, on a eu des débats effectivement, mais j'ai pas eu l'impression que les agents étaient extrêmement mécontents, surtout que s'agissant des frais de déplacement que vous avez dû évoquer, on les a augmentés, hein, et notamment pour tenir compte de la dimension du territoire. Et donc ça a été reconnu, ça a même été augmenté pendant la séance, puisqu'on est passé, je crois, à 7000 km de prise en charge au lieu de 6000 au préalable. Vous avez évoqué l'organigramme de la région autour des 5 défis. Alors cet organigramme, il répond à la volonté de la présidente et de sa majorité, la volonté politique. Enfin, c'est pas l'administration qui commande ici, quel que soit le respect et l'estime que j'ai pour le directeur général des services et l'ensemble de ses directeurs généraux adjoints et de l'ensemble du personnel et des agents. Enfin, on n'a jamais eu l'idée de mettre les choses à l'envers. Là, il faudra peut-être qu'on vous fasse un cours particulier pour vous expliquer un certain nombre de choses dans l'organisation de la région. Vous avez évoqué le déontologue. Je vous en remercie. On a communiqué là-dessus dans le bulletin des indemnités que vous avez dû tous recevoir en octobre. Il y avait une feuille, mais l'avez-vous lu? Je ne suis pas certain, puisqu'elle donne les coordonnées du déontologue, ce pourquoi il est fait, etc. Je sais, puisque je l'ai rencontré déjà une première fois pour faire un bilan, que des groupes ou des élus sont allés le rencontrer d'une manière générale pour se faire expliquer, et j'invite tous ceux qui le souhaitent, présidents de groupe ou conseillers régionaux tout simplement, à rencontrer M. Chauty, qui est extrêmement disponible et dont vous avez toutes les coordonnées, et qui bien sûr, son cadre légal de nous ne se met pas dans des situations de conflit d'intérêts, soit dans son activité bien sûr ici, mais en dehors, et donc il est très ouvert à toutes vos questions. Il n'est pas là pour réécrire le règlement intérieur de la région. Je vous le précise si jamais vous aviez un doute à ce sujet. Madame de Vigneral, je vous rappelle que la carte grise n'augmente pas cette année, donc soyez tout à fait rassurés à cet égard. Il y a eu un certain nombre de remarques, et j'en terminerai par là, sur la forme de ma présentation. Les plus importantes ont été celles de M. de Rugy. Alors, M. de Rugy est un jeune élu, un jeune membre de la commission des finances. À peine arrivé, il va nous expliquer, à nous tous, les membres de la commission, qui sommes là depuis quelques années, certains depuis très longtemps, puisqu'il siégeait au président, comment il va falloir qu'on travaille, qu'on n'est pas du tout bien au point. Il se trouvait que ça faisait un consensus à peu près total, puisque depuis quelques années, on présente le budget de cette manière-là. Mais maintenant, moi, je suis totalement ouvert, comme vos collègues, si vous prenez le soin de parler, notamment des minorités, hein, si vous prenez le soin de parler avec eux en dehors de l'hémicycle, où vous avez tendance à beaucoup vous parler les uns aux autres, là, mais vous pourrez voir avec eux que j'ai accédé à un certain nombre de demandes, et si vous m'en demandez d'autres, je suis prêt, puisque je suis quelqu'un d'ouvert, comme chacun le sait, bien évidemment. Pour autant, je ne peux pas laisser dire qu'on laisse au Césaire le soin de présenter les finances de la région. Simplement, il a une tradition qui datait d'ailleurs du temps où j'étais dans la minorité. Je vous rappelle qu'il y a des commissions des finances qui duraient 20 minutes à l'époque. Hein. Donc que chacun regarde bien en face ce qu'il passait. C'était vos amis à l'époque. Ils sont un peu moins maintenant, mais c'était vos grands copains là. Hein. Eh bien, donc le Césaire, Madame Blanche, la rapporteure, auquel je rends hommage puisqu'elle quitte également ses fonctions à la fin de l'année, présente l'avis du Césaire, mais elle prend soin de contextualiser ses propos en présentant les grands agrégats budgétaires. À quoi servirait-il que je répète ce qu'elle vient de dire? Je préfère qu'on commente de manière agréable, comme ça a été fait lundi, enfin je veux dire par la discussion qui a été longue et complète, y compris sur le budget vert. Voilà, c'est ça du travail de commission, respectueux, etc. Donc je vois vraiment pas où est le problème, mais si vous en voulez plus de documents ou de commentaires ou de fameux PowerPoint, eh bien vous nous direz, on vous en donnera. Je vous rappelle que vous avez un rapport sur le budget vert qui est très bien fait, avec des couleurs et tout, donc c'est facile de s'y retrouver. Vous avez un rapport budgétaire qui est aussi très bien fait et qui est très bien écrit, et je salue les services de la région. Donc voilà ce que je voulais dire sur la forme. Mon collègue André Martin vous a répondu sur les dépenses dans les
dans les lycées, notamment au regard de l'énergie, mais je ne suis pas sûr que vous étiez là ou que vous écoutiez à ce moment-là. Et je remercie d'ailleurs Didier Revaux, Roch Brancourt, André Martin, Sandra Impérial, Nathalie Poirier et Bernard Nourri, des propos élogieux sur ce budget, mais auxquels ils sont partie prenante. Donc voilà, Madame la Présidente, avec mon habituel sens de la nuance, ce que je voulais répondre aux questions. Merci. Je vous propose d'appeler les rapports pour les passer au vote en précisant que quand il y a un amendement, votre position sur cet amendement. Et c'est à vous. Voilà, merci. Alors, donc, rapport hors programme sur la vie institutionnelle. Excusez-moi, Madame la Présidente, mais... Alors, sur ce rapport, nous allons procéder dans un premier temps au vote relatif à l'approbation du non-recours au vote à scrutin secret nécessaire pour les votes portant sur les nominations et les désignations de la région dans les organismes extérieurs. Et je rappelle que ce point doit être approuvé à l'unanimité, sinon le vote du rapport devra se faire par vote au scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le non-recours au vote à scrutin secret est adopté à l'unanimité. Rapport hors programme. Non, alors on va voter le rapport. Éric Grelier, Nathalie Poirier, Claire Thévenot, Anne-Sophie Lamberton, Alexandre Thébault ne prennent pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Rapport hors programme sur les opérations comptables et de fin d'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Rapport hors programme sur des ressources sobres pour une action régionale efficace. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Rapport hors programme sur les dépenses de communication 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Rapport hors programme sur les avantages en nature. Antoine Chéreau et moi-même ne prenons pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Rapport hors programme sur le Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER 2014-2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Rapport hors programme sur le FEADER 2023-2027. Patricia Motion ne prend pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Rapport hors programme sur une convention d'échange de données entre la région et Pôle emploi. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Programme S300, mobiliser les programmes gérés au niveau européen et les faire connaître. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Alors, rapport S301, axe 1 du FEDER, recherche, développement technologique, innovation. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Programme S302, axe 2 FEDER. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Programme S303, axe 3 FEDER. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Programme S304, axe 4 du FEDER. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Programme 305, axe 5 du FEDER. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et rapport S306, axe 6 du FEDER. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Programme S308, appui à la gestion des fonds européens. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. C'était pour les 2014-2020. Programme S309, REACT-EU FIDER. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Programme S311, Fonds européen de développement régional FEDER 2021-2027. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. S312, Fonds social européen plus 2021-2027. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. S313, Fonds de transition juste 2021-2027. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. S314, appui à la gestion des fonds européens. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et enfin, le rapport S315 sur le FEAMPA
2027. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Merci mes chers collègues. Je vous propose de suspendre nos travaux pour le déjeuner et nous allons reprendre à... Pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Le budget? C'est demain soir, le budget. Le budget, c'est à la fin. C'est tout à la fin de la session. Je vous propose de reprendre nos travaux à... Oui. 14h. Bon, bah, 14h. Merci. Hein, et 14h dans l'hémicycle. On démarre les travaux à vraiment pile 14h. Merci beaucoup.